Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur CCTV français en direct depuis Beijing pour cette nouvelle édition d'Afrique Info. Voici les titres du journal. En Ouganda, le procès d'un général de l'armée s'ouvre devant la cour martiale. Le général David Sejusa, qui est un opposant au président ougandais Museveni, a été mis en détention. Le groupe État islamique est particulièrement actif dans la ville de Sirte, d'où il mène de larges campagnes de recrutement. Le gouvernement égyptien a assoupli ses restrictions sur les dépôts en dollars afin de contrevenir au manque de devises dans le pays. En Afrique du Sud, plusieurs groupes représentant des entreprises réputées ont demandé au gouvernement de procéder à une consultation et à une étude d'impact avant de légiférer. Et enfin, le gouvernement a imposé des quotas sur la quantité de devises fortes que les Nigérians peuvent dépenser à l'étranger afin de pallier aux effets de la baisse du cours du pétrole qui affecte sévèrement l'économie nigériane. En Ouganda, un général de l'armée a été jugé par une cour martiale et a été mis en détention. Le général David Sejusa est un critique éminent du président ougandais Museveni. Il s'agit de la première comparution en cours du général David Sejusa depuis son arrestation dimanche dernier. La salle d'audience était toute oui lors des 5 chefs d'accusation de l'ancien chef du renseignement militaire. En vertu du paragraphe 111 de la loi relative aux forces de défense populaire de l'Ouganda, se trouve ici sans absence non justifiée le général qui écoute ses chefs d'accusation. Les autres accusations sont l'engagement dans une activité politique partisane, activité contraire au code de conduite de l'armée et l'insubordination. Monsieur Sejusa refuse de plaider coupable pour ces accusations. L'ancien chef de l'espionnage a été arrêté par la police militaire dimanche à son domicile à Naguru, dans la banlieue de Kampala. Il est détenu dans un baraquement militaire. L'avocat à la défense Ladislas Rwakafuzi déclare que son client a été illégalement accusé de contrevenir au code de conduite de l'armée. Un haut tribunal du pays doit déterminer si Sejusa possède toujours le statut d'officier de l'armée. Il a postulé le 31 janvier 2014 pour quitter l'armée. Et la réponse selon la loi devait arriver dans les 90 jours. Elle n'est jamais arrivée et, à notre sens, il n'était plus dans l'armée et libre de s'engager dans un parti politique partisan. David Sejusa est l'ancien chef du renseignement militaire du pays et un éminent critique du président Yoweri Museveni qui est au pouvoir en Ouganda depuis 30 ans. Le général de l'armée s'est auto-imposé l'exil en 2013 et est retourné en Ouganda en 2014. Passons maintenant à la Libye, où l'influence de l'organisation État islamique grandit un peu plus chaque jour. Le groupe militant djihadiste est particulièrement actif dans la ville de Sirte, l'ancien fief de Mouammar Kadhafi. Selon les derniers renseignements, près de 3000 combattants auraient rejoint le groupe terroriste l'an dernier. Les autorités libyennes rappellent que la majorité de ces combattants sont de nationalité étrangère. L'organisation État islamique fait désormais partie des réseaux terroristes les mieux organisés et les plus riches du monde. Le groupe terroriste utilise ses importantes ressources pour accélérer son expansion en Libye. Il n'hésite plus à recruter les pauvres soldats mercenaires africains en leur offrant des sommes d'argent importantes en échange de leur loyauté. Les services de renseignement libyens décrivent une armée de pauvres gagnant progressivement du terrain. Les combattants africains sont attirés par l'appât du gain. Chacun reçoit 1000 $, ce qui représente une somme considérable dans des pays où la plupart des gens survivent avec 1 $ par jour. La Tunisie, le Tchad, le Mali, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte voisine sont en première ligne face à cette menace grandissante. Les combattants y pénètrent à travers les trajets empruntés par les migrants illégaux, faisant route vers l'Europe. Leur base principale dans la région est la ville de Sirte, l'ancien fief de Kadhafi. La ville est ainsi devenue la Raqqa du groupe terroriste en Libye. Au mois d'avril dernier, un jeune Soudanais a fait exploser son véhicule lors du passage d'un point de contrôle entre Sirte et Misrata, tuant au moins 6 personnes. Les images montrant des combattants d'Afrique subsaharienne tués après avoir mené des attaques à Sirte ont également été diffusées sur les médias sociaux libyens. Cela peut paraître surprenant, mais l'État islamique semble utiliser la même stratégie de prise de pouvoir que celle du colonel Kadhafi à l'époque. Ce dernier avait recruté des milliers de mercenaires pour venir gonfler les rangs de son armée et prendre définitivement le pouvoir après la révolution. Alors que les autorités libyennes rappellent qu'elles sont désormais submergées
marché, elles craignent dans le même temps qu'une intervention des pays occidentaux ne vienne aggraver encore plus la situation. 6 000 soldats et instructeurs britanniques et italiens sont actuellement dans le pays pour entraîner les troupes libyennes. Et les États-Unis devraient très prochainement mener des séries de frappes aériennes sur les principales positions de l'État islamique dans le pays. Alors que la majeure partie de l'Afrique a chaud, en Égypte, nombreux sont ceux qui ont passé ces derniers jours à frissonner. Les températures diminuent habituellement à ce moment de l'année, mais cette fois, elles sont tombées à 0 dans certaines parties du pays et la vague de froid a duré 2 fois plus longtemps qu'à l'accoutumée. L'Égypte est connue pour son climat ensoleillé qui attire les touristes. Mais cette dernière semaine, ce sont les nuages qui peuplaient le ciel. Et de ces nuages tombaient de fortes pluies balayées par un vent glacial. La raison de la vague de froid de la semaine dernière porte le nom de dépression de Chypre. Cela correspond à une chute rapide de la température atmosphérique dans cette région. Ce phénomène ne dure habituellement que 3 jours, mais malheureusement cette année, il a duré une semaine complète. Par conséquent, la chute de température a été plus sévère que n'importe quelle année auparavant. Cela fait partie des conséquences du changement climatique planétaire. La semaine dernière, on n'a pas dépassé les 4 degrés au Caire. Et aux alentours des montagnes Sainte-Catherine, près de la mer Rouge, il faisait 0 degré. Pour les Égyptiens, cela correspond à des conditions climatiques de type arctique. C'est la première fois dans ma vie que je vois un climat aussi extrême. J'ai 33 ans et je n'ai jamais vu un hiver pareil. Personne ne s'y attendait. Évidemment, ça ne dépend pas de nous, mais le temps est en train de changer. Les fortes pluies ont détruit beaucoup de maisons dans mon village et nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à trouver d'aide. La semaine dernière, le froid était insupportable. L'an dernier, ça n'a duré que 2 ou 3 jours. Cette année, ça a duré bien plus longtemps. Je mets davantage de couches de vêtements, nous allumons des feux et faisons griller des patates douces pour garder la chaleur. La plupart des gens ne sont pas préparés à ce froid. Peu de maisons sont suffisamment isolées et beaucoup de personnes sont trop pauvres pour acheter des couvertures. C'est pourquoi une courte vague de froid peut malgré tout causer de vraies souffrances. Le soleil est finalement réapparu en propageant son habituelle chaleur à travers tout le pays. Mais l'hiver n'est pas encore terminé. Il reste encore une vague de froid supplémentaire attendue en février et l'autorité météorologique peut prévoir précisément son niveau. Le gouvernement égyptien a assoupli ses restrictions sur les dépôts en dollars. Les compagnies peuvent à présent opérer des transactions jusqu'à 250 000 $ contre le précédent plafond de 50 000. L'objectif est de contrôler les dépenses en dollars dans le contexte d'une crise des devises qui a mené à une pénurie. Les réserves égyptiennes de devises étrangères ont baissé de plus de 50% lors des 4 dernières années. Avec seulement plus de 16 milliards de dollars dans la banque centrale, c'est à peine pour couvrir les besoins de base de l'Égypte pour 3 mois. Le gouvernement a appliqué des réformes économiques depuis la mi-2014. Elles incluaient un plafond sur les transactions assoupli cette semaine. Ceci est lié au déficit budgétaire et aux tentatives de contrôle des importations, parce que les importations sont très élevées. Les principales sources égyptiennes de devises fortes sont le tourisme, qui a subi un revers depuis le crash d'un avion transportant des passagers en octobre de l'année dernière. De même, les revenus du canal de Suez et les versements des expatriés ont baissé l'an dernier. Des revenus qui se sont réduits et des dépenses en hausse ont tendu le budget et forcé le gouvernement à prendre des mesures pour réduire la hausse du dollar. Les décisions de la Banque centrale sont correctes parce qu'elles visent à améliorer les conditions économiques et aussi longtemps qu'il y aura la stabilité politique, nous ressentirons les bénéfices de ces décisions. Il n'y aura pas de dévaluation de la livre égyptienne alors que les transactions se dérouleront dans un marché libre et par conséquent l'Égypte prendra en considération l'importance de préserver la valeur de la livre égyptienne. La plupart des hommes d'affaires se plaignent que le plafonnement en dollars a causé une pénurie en devises fortes sur le marché. Il a aussi gêné leur capacité à produire ou à importer des produits. Et malgré l'élévation des limites des transactions en dollars, certains ne sont toujours pas satisfaits. Le plafond était de 50 000 $ par mois et à présent il est de 250 000 $, mais seulement pour les matières premières et les moyens de production, pas pour le commerce. Donc en tant que commerçants, nous faisons toujours face à de nombreux problèmes.
Le marché noir a brusquement monté après l'assouplissement du plafond en dollars. Mais les prêts et les subventions internationaux, qui doivent être reçus à la fin du mois, vont renforcer les réserves en devises étrangères et permettre de maintenir à flot la livre égyptienne. En Afrique du Sud, plusieurs groupes commerciaux réputés ont demandé au gouvernement de procéder à une consultation et à une étude d'impact réglementaire avant de faire passer la loi. Les groupes pointent du doigt les récentes lois controversées qui incluent la loi sur la promotion et la protection de l'investissement, la loi de modification des lois fiscales et la loi sur l'immigration. Plus de détails dans ce reportage. La Chambre de commerce et d'industrie d'Afrique du Sud, le Conseil économique noir, le projet de petite entreprise et le Conseil des affaires touristiques ont bien accueilli les initiatives du gouvernement pour évaluer les possibles conséquences de la législation existante, mais ont ajouté qu'il fallait aller plus loin. Les études d'impact ne sont pas seulement importantes, elles sont essentielles. Elles le sont car elles procurent des données, des faits, des statistiques qui font que quels que soient les résultats que vous obtiendrez, ce sera factuel, digne de confiance et prévisible. Elles sont indispensables. Nous sommes en présence de lois qui vont définir le paysage économique sud-africain sur le long terme. Nous devons donc avoir une idée de l'impact qu'aura l'application de cette conceptualisation sur le long terme. L'Afrique du Sud procède à des études d'impact de la réglementation depuis 8 ans. 2 semaines auparavant, il a été annoncé qu'un nouveau panel avait été créé par le gouvernement pour évaluer les impacts économiques et sociaux des politiques et de la législation. Si les SEIA, les études d'impact économique et social, remplacent ce que le gouvernement a approuvé en 2007, je veux parler ici de la méthodologie d'études d'impact réglementaire. Alors les SEIA devront se pencher sur les lois qui ont déjà été passées et devront surtout servir d'outils pour évaluer l'impact des nouvelles et des futures lois et régulations. Une des critiques qui visait l'ancien système d'études d'impact réglementaire consistait à dire que le gouvernement ne partageait pas les résultats de ces études avec les personnes concernées ou affectées par la réglementation évaluée. La loi de promotion et de protection de l'investissement et la loi de modification de la législation fiscale en sont de bons exemples. Mais un fort lobbying organisé par les organisations économiques semble avoir inversé la tendance. Nous sommes confiants dans le fait que nous saurons nous faire écouter et que le prochain paquet de lois qui viendra profitera d'une bien meilleure approche, plus inclusive, et qui nous permettra d'entraîner les gens avec nous. Et maintenir ceux qui sont ici tout en attirant ceux qui sont en dehors du pays. Et si à la fin de la journée nous n'y parvenons pas, alors nous scierons la branche sur laquelle nous nous sommes assis. Il est évident que les investisseurs actuels et les investisseurs potentiels, qu'ils soient dans le pays ou à l'étranger, veulent une législation sûre qui découle d'une situation transparente. Si le gouvernement comprend cela, il parviendra à attirer les investisseurs étrangers. Pravin Gordhan, le ministre sud-africain des Finances, a rencontré les principaux dirigeants du monde des affaires afin de discuter des moyens pour éviter une sévère dégradation de la note du pays. Près de 60 hauts dirigeants d'entreprises représentant de nombreuses industries des secteurs des services bancaires au secteur minier se sont entretenus avec Gordhan. Le ministre des Finances cherche à restaurer la confiance dans l'économie qui a été touchée par une baisse des cours des prix des matières premières et une faible demande de la Chine qui a entraîné l'effondrement du rand sud-africain. En décembre dernier, Standard & Poor's a confirmé la notation triple B- de l'Afrique du Sud avec perspective négative, ce qui indique que la dette du pays pourrait être déclassée en dessous du niveau d'investissement très risqué. Au cours des 3 derniers mois, le rand a chuté de 13% contre le dollar et le gouvernement s'est engagé à procéder à l'assainissement budgétaire. L'objectif de la rencontre de Pravin Gordhan avec les principaux dirigeants d'entreprises du pays est de commencer à discuter des solutions pour combler le déficit. Mais il faut reconnaître que les appels lancés par les agences de notation indiquent des signaux qui vont au-delà d'une faible croissance économique ou de la faiblesse de la monnaie. Cela concerne également le chômage, les inégalités, mais aussi la solidité de nos institutions. Donc concernant cette note, je pense que Pravin Gordhan, en tant que ministre des Finances, rappelle que les institutions d'Afrique du Sud restent robustes.
Les entreprises nigérianes commencent à ressentir sévèrement les effets de la chute du cours mondial du pétrole. Le gouvernement a imposé des quotas sur la quantité de devises fortes que les Nigérians peuvent dépenser à l'étranger, les dollars venant ainsi à manquer dans la plus grande économie d'Afrique. Il se trouve au centre de la capitale nigériane. Bold and Beautiful est l'un des plus grands salons de beauté d'Abuja. C'était également l'un des plus bondés, mais les affaires ne sont plus au beau fixe, en raison de la faiblesse du cours du pétrole. Les prix du pétrole ont atteint un plus bas de 13 ans le mois dernier à 27 $ le baril et oscillent toujours autour des 30 $ le baril, grevant les revenus si nécessaires au Nigeria. Et étant donné que la plupart des produits sont importés dans ce pays, l'effet est ressenti très durement dans les rues. Non seulement des commerces tels que Bold and Beautiful doivent payer davantage les produits cosmétiques importés, mais ils ne peuvent pas dépenser trop car les autorités ont imposé des quotas sur leurs dépenses. Nous achetons en gros de l'étranger, nos sources de ravitaillement se trouvent à l'étranger. Nous achetons en dollars et en raison du problème de change que nous connaissons à présent, nous ne pouvons pas faire payer les frais supplémentaires à nos clients. Nous amortissons ces coûts pour eux. Nous ne pouvons pas nous ravitailler sur le marché local, car nos clients attendent de nous que nous gardions nos produits étrangers. Nous sommes face à un problème. Nous ne pouvons pas faire venir tous les produits dans le pays pour le moment. Le salon est obligé de supporter ces coûts supplémentaires s'il veut garder ses clients. Mais même en procédant de la sorte, les clients sont peu nombreux car leurs propres revenus s'affaiblissent également. Nous savons tous que l'économie n'est pas au mieux et nous devons essayer de nous adapter. Si vous aviez l'habitude de venir 2 fois par mois auparavant, vous pouvez changer cela en y allant 1 fois par mois. En tant que femme, vous devez paraître jolie et prendre soin de ses cheveux, c'est important. C'est une chose à laquelle nous devons faire attention. L'économie nigériane se trouve sur une pente descendante depuis déjà quelques temps. L'économie ici est fondamentalement une économie basée sur la consommation, dépendant fortement des produits manufacturés à l'étranger. Cela signifie que la plus petite dépréciation du naira peut directement affecter le Nigérian ordinaire. Mais le gouvernement a annoncé qu'il allait tenter d'éviter cette situation en résistant à une autre dévaluation du naira. Malgré la baisse des revenus de base, le gouvernement fédéral propose un budget de 30 milliards de naira pour un prix de référence du pétrole de 38 $ par baril. Mais ce prix de référence a plongé et les chances de reprise sont toujours lointaines. Le gouvernement de Buhari espérait que ce budget puisse éloigner le Nigeria de sa dépendance au pétrole, mais à présent, d'autres secteurs sont en train de sombrer. La poterie est une ancienne tradition au Nigeria qui s'est transmise de génération en génération. Pour les petits villages, il est crucial de créer des emplois et cette activité est souvent la seule source de revenus. Nous nous sommes rendus dans un centre de poterie dans le village d'Ushafa à Abuja, également connu sous le village Bill Clinton, après la visite dans la ville de l'ancien pensionnaire de la Maison Blanche en 2000. Voici Ushafa, un petit village de la région de Bwari à Abuja. Il est pauvre mais très actif et est devenu célèbre pour sa fabrication de poterie traditionnelle. Cet endroit a été établi en 1939 sous l'influence des femmes. Le gouvernement a estimé qu'il était de qualité. Et c'est Madame Mariam Babadika qui était la première dame à l'époque. Ce lieu a été fondé dans le cadre de son projet. L'objectif est s'assurer que cet art traditionnel ne s'éteigne pas. La plupart des pots fabriqués ici sont réalisés par des femmes en suivant la technique traditionnelle sans avoir recours à des machines. L'ensemble du processus est donc réalisé de manière naturelle. L'argile est prélevée dans les terres environnantes. Les femmes réalisent avec minutie des moules de pots et les bulbes des arbres qui poussent aux alentours sont utilisés pour fabriquer une pâte servant à vernir les pots. Grâce à cet artisanat, ces femmes gagnent de quoi nourrir leur famille. Le centre sert également de lieu de formation et de transmission de cet art aux nouvelles générations. Ce centre a été fondé pour apprendre aux jeunes, à nos enfants, pour qu'ils connaissent l'art de la fabrication de la poterie. Jusqu'à aujourd'hui, ce lieu sert à obtenir un savoir-faire pour la formation. Les poteries sont très recherchées par les touristes étrangers, mais l'activité est largement soutenue par la demande locale. La plupart de nos institutions, nos organisations achètent ces pots. De nombreuses personnes viennent de loin pour en acheter, venant des États de Lagos ou Pédako par exemple. Ils viennent en camion pour en acheter, ils passent commande. Un certain nombre de pots sont ainsi faits pour eux. Certains en achètent de manière individuelle.
Le centre s'est agrandi pour inclure une section mécanisée qui emploie des potiers confirmés afin de créer un style de poterie unique. 2 cyclistes rwandais vont représenter leur pays pour les épreuves de VTT et de cyclisme sur route aux prochains Jeux Olympiques de Rio. C'est la première fois que le pays est représenté dans ces 2 épreuves aux Jeux, le signe d'une culture du vélo en plein boom. Ces dernières années, les conditions de la pratique du cyclisme se sont grandement améliorées au Rwanda. Le Tour du Rwanda, la course vedette du pays, voit sa réputation grandir chaque année et est maintenant intégrée aux épreuves africaines de l'Union cycliste internationale. En 2016, 2 cyclistes représenteront le Rwanda aux Jeux olympiques d'été de Rio de Janeiro. Nathan Byukusenga, 35 ans, s'est qualifié pour l'épreuve de VTT. Quand j'ai commencé à faire du vélo, mon rêve était de bien faire au niveau national et régional, mais maintenant je suis content d'avoir la chance de concourir pour les Jeux Olympiques. Je vais me mesurer aux meilleurs cyclistes du monde. En tant que cycliste sur route à l'origine, Nathan a dû changer sa manière de s'entraîner pour s'adapter au terrain du VTT. Son but était, outre de travailler l'endurance, d'améliorer sa technique. Il faut être endurant pour le VTT, mais aussi avoir une bonne technique parce que c'est un sport exigeant. Alors nous travaillons sur la force et la mise en condition physique. Un programme adapté a été développé. Nathan est membre de l'équipe du Rwanda depuis ses débuts et suit les pas de son ancien coéquipier Adrien Niyonshuti, qui a participé aux Jeux de 2012. Si nous obtenons une médaille, c'est bon pour l'Afrique et pour le Rwanda. L'équipe se développe et va révéler au public ce que les cyclistes rwandais sont capables d'accomplir. Cela va motiver davantage de cyclistes. À 25 ans, Janvier Hadi est l'autre cycliste rwandais qui se rendra au Brésil. Il fera l'épreuve sur route. Quand j'étais enfant, je voyais souvent des gens faire du vélo dans la ville. Et moi aussi, je me suis mis. Mais je ne pensais pas en faire ma carrière un jour. Aujourd'hui, je suis content parce que je ne pensais pas pouvoir participer un jour aux Jeux Olympiques. Hadi va déménager cette année en Allemagne pour rejoindre l'équipe Bike Aid. Il espère que cette expérience lui permettra d'améliorer encore sa technique et le rendre plus compétitif pour Rio. Je sais que les Jeux seront difficiles, mais ce sera bon pour engranger de l'expérience. Je ne veux pas participer qu'une seule fois aux Jeux, je veux y revenir. Janvier et Nathan représentent les progrès que le pays a fait dans ce sport, un exemple de la renaissance du Rwanda après le génocide. Le cyclisme, c'est une question de culture, davantage européenne qu'africaine d'ailleurs. Le Rwanda espère qu'avec davantage de cyclistes dans les équipes internationales et aux Jeux Olympiques, pas à pas pourra se créer une culture du vélo professionnel. Mais dans l'avenir immédiat, les yeux sont sur Rio, avec l'espoir que les 2 cyclistes feront honneur à leur pays. Le Nouvel An chinois est célébré à travers le monde entier. Nous nous rendons à présent au Zimbabwe, où une foire se tient dans un temple de la capitale, Harare. Des milliers de locaux et d'expatriés chinois ont assisté à l'événement. Des danseurs, des musiciens, des acrobates se sont produits sur la scène qui a plus tard accueilli une démonstration de kung-fu. Des artistes locaux ont également enthousiasmé la foule. Comme c'est le cas dans les foires des temples en Chine, des centaines de stands se sont installés pour offrir toutes sortes de friandises et d'objets artisanaux. C'est une opportunité rare pour nous de participer à ce genre de démonstration et de présenter notre travail à la communauté chinoise. Cela nous permet également de développer nos interactions commerciales avec elle, ce qui est important puisque c'est un acte majeur de notre économie. La Chine a beaucoup aidé notre pays et nous en sommes reconnaissants. Donc je lui souhaite une excellente nouvelle année et beaucoup de bonheur et de prospérité pour toute la nation. L'ambassadeur de Chine au Zimbabwe, Hung Ping, a assisté à la cérémonie, de même que les représentants des autorités locales. Cette foire est une excellente plateforme de présentation de la culture chinoise au peuple du Zimbabwe.
Elle promeut la compréhension mutuelle entre les deux nations. 2016 sera l'année du singe qui symbolise la vigueur dans la tradition chinoise. Les relations entre nos deux pays se développeront sous cette bénédiction. L'événement a été organisé communément par la Chambre du commerce de Chine au Zimbabwe et par la communauté chinoise locale. Et c'est la fin d'Afrique Info. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur notre chaîne.